Bonsoir à tous. Bienvenue sur les Sciences Nocturnes. Ce soir, installez-vous confortablement. Laissez vos pensées se poser doucement et préparez-vous à explorer l'un des mystères les plus profonds et les plus intimes qui soient. Un mystère qui vous concerne directement à cet instant même, alors que vous écoutez ces mots. Un mystère qui a défié les plus grands esprits de l'humanité depuis des millénaires et qui continue aujourd'hui encore de plonger les scientifiques dans une perplexité fascinante. Ce mystère, c'est celui de la conscience elle-même. En ce moment précis, vous êtes conscient. Vous entendez ma voix. Vous ressentez peut-être la douceur d'un oreiller sous votre tête ou la chaleur d'une couverture sur votre corps. Vous avez des pensées qui émergent et qui s'estompent comme des vagues sur une plage nocturne. Vous existez, vous ressentez, vous êtes. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible qu'un ensemble de neurones, de molécules, d'atomes, de particules élémentaires puisse donner naissance à cette expérience subjective, à ce théâtre intérieur où se déroule votre vie mentale? Comment la matière devient-elle esprit? Comment l'électricité devient-elle émotion? Comment les processus physiques de votre cerveau se transforment-ils en la richesse de votre expérience vécue? Ce soir, nous allons voyager ensemble au cœur de ce mystère. Nous explorerons les théories les plus avancées de la neuroscience moderne, nous rencontrerons les questions philosophiques les plus profondes et nous contemplerons ensemble l'extraordinaire énigme de notre propre existence consciente. Prenez une longue respiration. Fermez les yeux un instant si vous le souhaitez et laissez-vous porter par cette exploration nocturne de la conscience. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que la conscience exactement ? À première vue, la réponse semble évidente. La conscience, c'est simplement ce que vous vivez en ce moment. C'est l'état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous êtes éveillé, présent, attentif au monde qui vous entoure et à vos propres pensées. C'est cette qualité fondamentale d'être là, d'exister en tant que sujet vivant une expérience. Mais dès qu'on essaie de définir précisément ce phénomène, les choses deviennent étrangement complexes. La conscience n'est pas quelque chose que l'on peut pointer du doigt. On ne peut pas la mesurer avec un instrument, la peser sur une balance ou la voir sous un microscope. Elle est, par essence, subjective, privée, intime. Personne d'autre que vous ne peut accéder directement à votre conscience. Les philosophes parlent de ce qu'ils appellent les qualia, un terme étrange venu du latin qui désigne les qualités subjectives de nos expériences. Le rouge que vous voyez, le goût du chocolat sur votre langue, la douleur d'une piqûre, la mélancolie d'une musique triste. Ces qualia sont les briques élémentaires de votre expérience subjective. Ce sont les briques élémentaires de votre expérience subjective. Imaginez que vous regardiez un coucher de soleil. Les photons de lumière frappent votre rétine. Des signaux électrochimiques parcourent votre nerf optique. Des neurones s'activent dans votre cortex visuel. Tout cela, nous pouvons le mesurer, le cartographier, le comprendre dans ses moindres détails mécaniques. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a cette expérience, cette sensation d'orange et de rose qui inonde votre conscience, cette beauté que vous ressentez, cette émotion douce qui vous saisit. Cette expérience subjective, ce quelque chose que cela fait de voir un coucher de soleil, c'est précisément ce que la science a tant de mal à expliquer. C'est ce que le philosophe australien David Chalmers a appelé dans un article devenu célèbre en 1995 « le problème difficile de la conscience ». David Chalmers a opéré une distinction fondamentale qui a transformé le débat sur la conscience. Il a séparé ce qu'il appelle les problèmes faciles du problème difficile. Les problèmes faciles, malgré leur nom, ne sont pas vraiment faciles. Ce sont de défis scientifiques considérables. Mais ce sont des problèmes que nous savons en principe comment résoudre.
Comment le cerveau traite l'information sensorielle? Comment intègre-t-il des données provenant de différentes sources? Comment contrôle-t-il nos comportements? Comment fait-il la distinction entre le sommeil et l'éveil? Toutes ces questions sont complexes, certes, mais elles relèvent du domaine de la neuroscience traditionnelle. Nous pouvons les aborder avec nos instruments, nos expériences, nos modèles informatiques. Ce sont des questions sur les fonctions cognitives, sur le traitement de la formation, sur les mécanismes cérébraux. Le problème difficile, lui, est d'une toute autre nature. Le problème difficile demande pourquoi tout ce traitement d'informations s'accompagne d'une expérience subjective. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement un zombie philosophique, un être qui se comporterait exactement comme vous vous comportez, qui réagirait exactement comme vous réagissez, mais sans rien ressentir intérieurement? Pourquoi il y a quelque chose que cela fait d'être vous? Cette question peut sembler abstraite, presque étrange, mais elle touche au cœur même de ce que nous sommes. Elle demande pourquoi l'univers n'est pas simplement un vaste mécanisme aveugle où les choses se produisent sans jamais être vécues de l'intérieur. Elle demande pourquoi vous n'êtes pas dans le noir, pourquoi les lumières sont illuminées, pourquoi il y a quelqu'un à la maison. Chalmers soutient que ce problème est d'un ordre fondamentalement différent des autres problèmes scientifiques. Pour tous les autres phénomènes naturels, nous pouvons en principe expliquer leur fonctionnement en termes purement physiques et fonctionnels. L'eau bout à 100 degrés Celsius parce que les molécules d'eau acquièrent suffisamment d'énergie pour passer de l'état liquide à l'état gazeux. Le cœur pompe le sang parce que ses muscles se contractent de manière rythmique. La photosynthèse transforme la lumière en énergie chimique grâce à une série de réactions bien définies. Mais comment expliquer la conscience en ces termes ? Comment pourrait-on déduire à partir d'une description complète de tous les processus neuronaux de votre cerveau le fait que vous voyez du rouge, que vous ressentez de la tristesse, que vous expérimentez la douceur du velours? Il semble qu'il y ait un fossé explicatif, un gouffre entre le physique et le mental, entre l'objectif et le subjectif. C'est ce fossé que Chalmers appelle le problème difficile. Et c'est ce fossé que les neuroscientifiques tentent de combler depuis des décennies avec des résultats à la fois fascinants et frustrants. Face à l'immensité du problème difficile, les neuroscientifiques ont adopté une approche pragmatique. Plutôt que de chercher immédiatement à expliquer pourquoi la conscience existe, ils ont d'abord cherché à identifier ce qu'on appelle les corrélats neuronaux de la conscience. En d'autres termes, quelles sont les activités cérébrales qui accompagnent systématiquement l'expérience consciente? Cette approche a été formalisée par Francis Crick, l'un des découvreurs de la structure de l'ADN qui a consacré la dernière partie de sa vie à l'étude de la conscience. Avec son collègue Christophe Koch, Crick et Koch ont proposé de chercher les configurations minimales d'activité neuronale nécessaires et suffisantes pour produire une expérience consciente spécifique. Imaginez que vous regardiez une image ambiguë, comme le célèbre dessin qui peut être vu soit comme un canard, soit comme un lapin. Un instant, vous voyez le canard. L'instant d'après, votre perception bascule et vous voyez le lapin. L'image sur votre rétine n'a pas changé. Les photons qui battent vos yeux sont exactement les mêmes, mais votre expérience consciente, elle, a radicalement changé. En comparant l'activité cérébrale dans ces deux états, les chercheurs peuvent commencer à isoler les processus neuronaux spécifiquement liés à l'expérience consciente, plutôt qu'au simple traitement sensoriel. Cette approche a produit des découvertes fascinantes. Les scientifiques ont utilisé des techniques d'imagerie cérébrale sophistiquées pour observer le cerveau en action. Ils ont découvert que certaines régions cérébrales semblent particulièrement importantes pour la conscience. Le cortex préfrontal, cette région située juste derrière votre front, semble jouer un rôle crucial. Le cortex pariétal, à l'arrière et sur les côtés de votre crâne, est également impliqué. Et puis il y a le thalamus, cette structure profonde qui agit comme une sorte de relais central pour l'information sensorielle. Mais plus fascinant encore, les chercheurs ont découvert que ce n'est pas seulement l'activation de régions spécifiques qui compte, c'est la manière dont ces régions communiquent entre elles. La conscience semble émerger d'une symphonie orchestrée de signaux neuronaux voyageant à travers le cerveau dans des patterns complexes et coordonnés. Cette observation a donné naissance à plusieurs théories majeures de la conscience. Ce soir, nous allons explorer les deux plus influentes.
la théorie de l'espace de travail global et la théorie de l'information intégrée. Imaginez un théâtre. Sur la scène, brillamment éclairée par un projecteur puissant, se déroule une pièce. Les acteurs parlent, bougent, interagissent. C'est cette scène illuminée que vous, spectateurs, pouvez voir et comprendre. Mais autour de la scène, dans les coulisses plongées dans l'obscurité, des dizaines de techniciens s'affairent. Ils préparent les décors, ajustent l'éclairage, coordonnent les entrées et sorties des acteurs. Tout ce travail invisible est essentiel au spectacle, mais vous n'en êtes pas conscient. Vous ne voyez que ce qui est éclairé sur la scène. Cette métaphore du théâtre est au cœur de la théorie de l'espace de travail global, développée initialement par le psychologue Bernard Barrs dans les années 80, puis considérablement enrichie par le neuroscientifique français Stanislas Dehaene et ses collègues. Selon cette théorie, votre cerveau contient une multitude de processeurs spécialisés, travaillant en parallèle, dans l'ombre. Certains analysent les formes visuelles, d'autres décodent les sons, d'autres encore planifient des mouvements ou récupèrent des souvenirs. La plupart de ces processus sont inconscients, comme les techniciens dans les coulisses. Ils font leur travail efficacement, rapidement, automatiquement, sans que vous en ayez conscience. Mais il existe dans votre cerveau ce que Dehaene appelle un espace de travail global neuronal. C'est un réseau de neurones, principalement situé dans le cortex préfrontal et pariétal, qui a une propriété particulière. Il peut diffuser l'information à travers de vastes étendues du cerveau. Quand une information accède à cet espace de travail global, elle devient soudainement disponible pour de nombreux systèmes cérébraux différents. Elle peut être verbalisée, mémorisée, utilisée pour prendre des décisions, combinée avec d'autres informations. Et c'est précisément cette diffusion globale, selon Dehaene, qui correspond à l'émergence de la conscience. Pensez à un moment où vous avez soudainement pris conscience de quelque chose. Peut-être étiez-vous absorbé dans une tâche et tout à coup, vous avez réalisé que vous aviez faim. Avant cette prise de conscience, les signaux de faim de votre corps étaient probablement déjà présents, traités par des régions cérébrales spécialisées. Mais ils n'avaient pas encore accédé à votre espace de travail global. Ils restaient dans les coulisses. Puis, soudainement, cette information a été diffusée globalement dans votre cerveau et vous en êtes devenu conscient. La théorie de l'espace de travail global a un attrait considérable. Elle est ancrée dans des observations neurobiologiques solides. Dehaene et ses collègues ont mené de nombreuses expériences où ils présentent des stimuli visuels très brièvement aux participants. Parfois, le stimulus est perçu consciemment, parfois il reste inconscient, même si le cerveau le traite. En comparant ces deux situations, les chercheurs ont observé quelque chose de remarquable. Quand le stimulus devient conscient, il y a une sorte d'embrasement soudain de l'activité cérébrale. Des signaux neuronaux se propagent rapidement du cortex visuel vers le cortex préfrontal et pariétal, puis rebondissent en arrière, créant une avalanche neuronale qui englobe de vastes régions du cerveau. C'est comme si l'information, jusqu'alors confinée dans un coin discret du cerveau, était soudainement projetée sur l'écran géant de l'espace de travail global, devenant ainsi accessible à l'ensemble du système. Cette théorie a des implications fascinantes. Elle suggère que la conscience n'est pas tant une chose qu'un processus. Ce n'est pas une substance mystérieuse qui imprègne certaines parties du cerveau. C'est plutôt un état dynamique de communication à grande échelle entre différentes régions cérébrales. La conscience serait l'état dans lequel l'information circule fluidement plutôt que de rester confinée dans des modules isolés. Mais la théorie de l'espace de travail global a aussi ses limites et ses critiques. Certains philosophes et scientifiques soulignent qu'elle explique peut-être les fonctions de la conscience, mais pas vraiment son essence subjective. Elle nous dit comment l'information devient globalement accessible, mais pas pourquoi cette accessibilité globale s'accompagne d'une expérience ressentie. En d'autres termes, elle s'attaque brillamment aux problèmes faciles, mais laisse peut-être le problème difficile intact.
C'est là qu'intervient une théorie radicalement différente, qui adopte une approche presque opposée. Giulio Tononi, un neuroscientifique italien travaillant à l'Université du Wisconsin, a développé ce qui est peut-être la théorie la plus ambitieuse et la plus controversée de la conscience, la théorie de l'information intégrée, souvent abrégée IIT pour Integrated Information Theory. Cette théorie part d'une question fondamentale. Quelles sont les propriétés essentielles de toute expérience consciente ? Tononi identifie plusieurs axiomes, des vérités auto-évidentes sur la nature de la conscience. Premièrement, la conscience existe. Cela peut sembler trivial, mais c'est en fait le point de départ le plus solide que nous ayons. Vous ne pouvez pas douter de votre propre conscience sans être conscient de votre doute. C'est la certitude cartésienne. Je pense, donc je suis. Deuxièmement, chaque expérience consciente est structurée. Quand vous regardez autour de vous en ce moment, vous ne voyez pas simplement de la lumière indifférenciée. Vous voyez des objets, des formes, des couleurs, des positions spatiales. Votre expérience a une structure interne riche et complexe. Troisièmement, chaque expérience consciente est intégrée. Vous ne faites pas simplement l'expérience de couleurs d'un côté et de sons de l'autre. Vous expérimentez un monde unifié, où les sons proviennent de sources visuelles, où les objets ont à la fois une forme et une couleur. Votre expérience forme un tout indivisible. Quatrièmement, chaque expérience consciente est définie. Parmi toutes les expériences possibles que vous pourriez avoir, vous êtes en train d'avoir celle-ci spécifiquement. Voir un coucher de soleil exclut à ce moment précis de voir une tempête de neige. Et cinquièmement, chaque expérience consciente est unifiée. C'est vous qui faites l'expérience. Il y a un sujet unique de l'expérience, pas une collection de sujets séparés. À partir de ces axiomes, Tonani construit une théorie mathématique élégante et complexe. Il propose que la conscience est identique à l'information intégrée. Plus précisément, un système est conscient dans la mesure où il intègre de l'information. Et le contenu de la conscience correspond à la structure spécifique de cette information intégrée. Mais que signifie cela exactement d'intégrer de l'information ? Imaginez un système simple, 2 neurones connectés entre eux. Chaque neurone peut être actif ou inactif. Ensemble, ils peuvent être dans 4 états différents. Tous les 2 inactifs, le premier actif et le second inactif, le premier inactif et le second actif, ou tous les 2 actifs. Maintenant, supposons que ces neurones ne sont pas connectés. Dans ce cas, connaître l'état de l'un ne vous dit rien sur l'état de l'autre. L'information n'est pas intégrée. Mais s'ils sont connectés de telle manière que l'état de l'un influence l'état de l'autre, alors l'information commence à être intégrée. Le système a une unité qui dépasse la simple somme de ses parties. Tononi a développé une mesure mathématique précise de cette intégration d'informations, qu'il appelle phi, représentée par la lettre grecque phi. Plus la valeur de phi est élevée, plus le système intègre de l'information, et selon la théorie, plus il est conscient. Cette théorie a des implications vertigineuses. Elle suggère que la conscience n'est pas uniquement une propriété des berceaux biologiques. N'importe quel système qui intègre suffisamment d'informations devrait être conscient dans une certaine mesure. Un ordinateur suffisamment complexe pourrait être conscient. Même des systèmes très simples pourraient avoir un degré minimal de conscience. Plus controversé encore, la théorie suggère qu'il n'y a pas de frontière nette entre le conscient et l'inconscient. La conscience est une question de degré. Votre cerveau, avec ses milliards de neurones interconnectés de manière extraordinairement complexe, a probablement une valeur de phi très élevée. Mais un réseau neuronal plus simple aurait une valeur de phi plus faible, correspondant à une conscience plus rudimentaire. La théorie prédit également des choses surprenantes. Par exemple, elle suggère que certaines structures cérébrales, malgré leur complexité, ne pourraient pas contribuer beaucoup à la conscience si elles n'intègrent pas vraiment d'informations. Le cervelet, cette structure à l'arrière de votre crâne qui contient plus de la moitié des neurones de votre cerveau, semble justement être organisé de manière très modulaire. Chaque petite unité du cervelet traite l'information de manière largement indépendante. Selon la IIT, cela expliquerait pourquoi les dommages au cervelet affectent la coordination motrice, mais pas vraiment la conscience.
alors que des dommages beaucoup plus importants au cortex cérébral peuvent profondément altérer l'expérience consciente. En 2024, la controverse entre ces deux grandes théories a atteint un point culminant spectaculaire. Un consortium international de chercheurs a conçu une expérience ambitieuse pour tester directement les prédictions divergentes de la théorie de l'espace de travail global et de la théorie de l'information intégrée. Les résultats, publiés dans des revues scientifiques prestigieuses, ont relancé le débat de manière passionnante. Certaines prédictions de la théorie de l'espace de travail global ont été confirmées, notamment concernant l'activation du cortex préfrontal. Mais d'autres aspects des données semblaient mieux correspondre aux prédictions de l'IIT, particulièrement en ce qui concerne les patterns d'intégration d'informations dans les régions postérieures du cerveau. La réalité, comme souvent en science, semble plus complexe et plus nuancée que ce que capture une seule théorie. Il est possible que ces deux approches capturent des aspects différents mais complémentaires de la conscience. L'espace de travail global pourrait expliquer comment l'information devient accessible et utilisable, tandis que l'information intégrée pourrait expliquer pourquoi cette expérience s'accompagne d'une expérience subjective. Mais il existe un autre mystère profond au cœur de la conscience. Un mystère qui intrigue les neuroscientifiques et les philosophes depuis des décennies. Le problème de la liaison, ou binding problem en anglais. Voici ce mystère. Votre cerveau est un organe massivement distribué. Différentes régions cérébrales traitent différents aspects de votre expérience. Quand vous regardez une rose rouge, par exemple, la couleur rouge est analysée dans une région de votre cortex visuel, la forme de la rose dans une autre, son mouvement dans une troisième, sa position dans l'espace dans une quatrième. Ces régions sont physiquement séparées les unes des autres, parfois de plusieurs centimètres, une distance énorme à l'échelle neuronale. Et pourtant, vous ne percevez pas séparément du rouge d'un côté, une forme de l'autre, un mouvement ailleurs. Vous percevez une rose rouge, unifiée, cohérente, existant en un lieu précis. Toutes ces caractéristiques sont liées ensemble dans votre expérience consciente. Comment cela se produit-il ? Comment le cerveau réunit-il toutes ces informations dispersées pour créer une perception unifiée ? Ce problème devient encore plus intrigant quand on considère des scènes plus complexes. Imaginez que vous regardez deux roses, une rouge et une jaune. Votre cerveau doit maintenant résoudre un problème de correspondance, s'assurer que le rouge est lié à la première rose et le jaune à la seconde, et non l'inverse. Comment le cerveau évite-t-il de mélanger les caractéristiques des différents objets ? Plusieurs mécanismes ont été proposés. L'un des plus influents implique la synchronisation temporelle. L'idée est que les neurones qui codent différentes caractéristiques d'un même objet s'activent de manière synchronisée, oscillant ensemble au même rythme. Cette synchronisation pourrait agir comme une sorte de code temporel qui lie les caractéristiques ensemble. Des expériences fascinantes ont montré que des neurones dans différentes parties du cortex visuel peuvent effectivement se synchroniser quand un animal perçoit un objet unifié. Ces oscillations se produisent typiquement dans la bande gamma autour de 40 cycles par seconde, une fréquence qui semble particulièrement importante pour la conscience. Mais le problème de la liaison s'étend au-delà de la simple perception visuelle. Il concerne l'unité même de votre expérience consciente. En ce moment, vous ne faites pas juste l'expérience de sons, de sensations tactiles, de pensées et d'émotions séparément. Vous avez une expérience unique et cohérente où tous ces éléments coexistent. Vous êtes un sujet unique ayant une expérience unique. Cette unité est encore plus mystérieuse quand on considère que votre cerveau comporte deux hémisphères largement séparés. Dans des circonstances normales, ces hémisphères communiquent intensément via une structure appelée le corps calleux, un bulbe épais de fibres nerveuses. Mais il existe de rares cas médicaux où le corps calleux a été coupé chirurgicalement, généralement pour traiter une épilepsie sévère. Ces patients au cerveau divisé présentent des phénomènes extraordinaires.
chaque hémisphère semble posséder une conscience séparée. Si on présente une image uniquement à l'hémisphère gauche, le patient peut la décrire verbalement, car le langage est généralement latéralisé à gauche. Mais si on présente une image uniquement à l'hémisphère droit, le patient affirme ne rien voir, bien que sa main droite, contrôlée par l'hémisphère droit, puisse pointer l'objet correspondant. Ces observations soulèvent des questions vertigineuses. Est-ce que ces patients ont deux consciences séparées ou une conscience unifiée qui ne peut accéder qu'à certaines informations selon le contexte? La question n'a pas de réponse simple, mais elle illustre à quel point l'unité de la conscience est à la fois présupposée et mystérieuse. Pour comprendre la conscience normale, les scientifiques ont également beaucoup appris en étudiant ces altérations. Il existe de nombreux états dans lesquels la conscience est modifiée, diminuée ou même apparemment absente. Et ces états nous offrent des fenêtres fascinantes sur les mécanismes sous-jacents de la conscience. Commençons par le plus familier, le sommeil. Chaque nuit, vous traversez plusieurs cycles de sommeil. Au début de la nuit, vous plongez dans ce qu'on appelle le sommeil profond ou sommeil à ondes lentes. Dans cet état, l'activité électrique de votre cerveau ralentit considérablement. De grandes ondes lentes parcourent votre cortex, synchronisant des millions de neurones dans un rythme uniforme. Et votre conscience, dans cet état, semble largement éteinte. Si on vous réveille pendant le sommeil profond, vous vous sentirez désorienté, confus, et vous ne rapporterez généralement aucun rêve. Mais après quelques heures, quelque chose d'étrange se produit. Votre cerveau devient soudainement beaucoup plus actif. Vos yeux commencent à se mouvoir rapidement sous vos paupières fermées. Votre activité cérébrale ressemble étrangement à celle de l'éveil. Vous êtes entré dans le sommeil paradoxal, ainsi nommé parce qu'il combine un cerveau actif et un corps paralysé. Et c'est dans cet état que vous rêvez. Les rêves sont des états de conscience fascinants. Vous êtes inconscient du monde extérieur, endormi dans votre lit. Et pourtant, vous vivez des expériences riches et souvent bizarres dans votre monde onirique. Vous voyez des scènes, vous entendez des voix, vous ressentez des émotions intenses. Votre conscience est active, mais déconnectée de la réalité externe. Depuis 2025, une base de données internationale rassemble des milliers de rapports de rêves accompagnés de mesures d'activité cérébrale. Ces recherches révèlent des patterns fascinants. Différentes régions du cerveau s'activent selon le contenu spécifique du rêve. Si vous rêvez de visage, votre aire de reconnaissance des visages s'active. Si vous rêvez de mouvement, vos aires visuelles du mouvement s'activent. Mais il y a aussi des différences importantes entre le cerveau rêvant et le cerveau éveillé. Le cortex préfrontal, cette région si importante pour la pensée rationnelle et le contrôle exécutif, est généralement moins actif pendant le rêve. Cela pourrait expliquer pourquoi les rêves sont souvent illogiques, pourquoi nous acceptons sans question des situations absurdes, pourquoi notre sens critique est diminué. Un autre état modifié de conscience particulièrement étudié est l'anesthésie générale. Quand vous subissez une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, vous perdez totalement conscience. Vous ne ressentez rien, vous ne formez aucun souvenir. C'est comme si ce segment de temps était simplement effacé de votre existence subjective. Mais que se passe-t-il dans votre cerveau ? De nouvelles recherches ont montré que différents anesthésiques agissent de différentes manières, mais ils semblent tous perturber la communication à grande échelle dans le cerveau. La théorie de l'espace de travail global prédirait exactement cela. Si vous interrompez la diffusion globale de l'information, vous devriez perdre conscience. Et c'est précisément ce qu'on observe. Sous anesthésie, les différentes régions du cerveau deviennent comme des îles isolées. Elles continuent à traiter l'information localement, mais elles ne communiquent plus efficacement entre elles. Cette fragmentation de la connectivité cérébrale semble être la clé de la perte de conscience. De mêmes phénomènes se produisent dans le coma. Les patients comateux montrent également une connectivité cérébrale grandement réduite. Mais il existe des états intermédiaires fascinants. Certains patients semblent inconscients de l'extérieur, mais montrent des signes d'activité cérébrale suggérant une conscience minimale. Ces états de conscience altérés posent des défis médicaux et éthiques considérables.
Et puis, il y a les états de conscience accrus, ou du moins différentes. La méditation profonde, par exemple, produit des patterns d'activité cérébrale distincts. Les méditants expérimentés peuvent générer des ondes gamma très puissantes et synchronisées, suggérant un état d'intégration cérébrale inhabituel. Ils rapportent souvent une qualité de conscience différente, plus vaste, plus claire, moins fragmentée. Les psychédéliques, comme la psilocybine ou le LSD, produisent également des états de conscience profondément altérés. Paradoxalement, ces substances semblent augmenter l'entropie cérébrale, c'est-à-dire le désordre ou la complexité des patterns neuronaux. Les régions du cerveau qui communiquent rarement ensemble commencent soudainement à interagir. Cette connectivité inhabituelle pourrait expliquer les expériences étranges et souvent profondément significatives rapportées sous psychédéliques. Tous ces états modifiés de conscience nous enseignent quelque chose d'important. La conscience n'est pas un phénomène tout ou rien. C'est un espace multidimensionnel, avec de nombreux états possibles. Et en explorant cet espace, nous commençons à comprendre les conditions nécessaires pour différentes formes d'expérience consciente. Une question qui fascine de plus en plus les scientifiques est celle de la conscience animale. Les animaux sont-ils conscients? Quels animaux? Et comment pouvons-nous le savoir? Pendant longtemps, cette question a été considérée comme essentiellement insoluble. Après tout, nous ne pouvons pas demander à un chien ou un dauphin de nous décrire son expérience intérieure. Nous ne pouvons pas accéder directement à la conscience d'un autre être. Mais en avril 2024, quelque chose de remarquable s'est produit. Plus de 500 scientifiques du monde entier ont signé la Déclaration de New York sur la conscience animale. Ce document affirme qu'il existe désormais des preuves scientifiques solides soutenant l'existence de la conscience chez de nombreux animaux. La déclaration reconnaît un support scientifique solide pour la conscience chez les mammifères et les oiseaux. Ces animaux possèdent des structures cérébrales similaires à nôtres. Ils montrent des comportements complexes suggérant des états mentaux internes. Ils peuvent résoudre des problèmes, former des souvenirs, montrer des préférences, éviter la douleur. Mais plus surprenant encore, la déclaration reconnaît une possibilité réaliste de conscience chez des animaux beaucoup plus éloignés de nous sur l'arbre évolutif, les poissons, les reptiles, les céphalopodes comme les poulpes et même certains invertébrés comme les abeilles et les crabes. Ces découvertes remettent en question nos intuitions sur la conscience. Si la conscience ne requiert pas nécessairement un bresse massif et complexe, qu'est-ce qu'elle requiert exactement ? La théorie d'information intégrée de Tononi suggère que même des systèmes relativement simples peuvent avoir un degré de conscience s'ils intègrent suffisamment d'informations. Peut-être que la conscience existe sur un continuum beaucoup plus large que nous ne le pensions. Cette question a des implications éthiques profondes. Si les poulpes et les crabes sont conscients, si les abeilles ont une forme d'expérience subjective, cela change la façon dont nous devrions les traiter. La Déclaration de New York appelle explicitement à une réflexion sur nos pratiques, que ce soit dans la recherche expérimentale, l'élevage ou notre interaction générale avec les animaux. Cette question de la conscience animale nous mène naturellement à une autre, peut-être encore plus vertigineuse. L'intelligence artificielle pourrait-elle devenir consciente? Les systèmes d'IA modernes accomplissent des tâches de plus en plus impressionnantes. Ils battent les champions du monde aux échecs et au go. Ils génèrent du texte, des images, de la musique. Ils diagnostiquent des maladies, pilotent des voitures, traduisent des langues. Certains modèles récents semblent même capables d'une forme de raisonnement complexe. Mais ces systèmes sont-ils conscients? Y a-t-il quelque chose que cela fait d'être un réseau de neurones artificiels? Cette question divise profondément les experts. Certains, comme Tononi, avec sa théorie de l'information intégrée, suggèrent que la conscience dépend de l'architecture physique du système. Les ordinateurs actuels, malgré leur puissance de calcul impressionnante, ne sont pas organisés de manière à intégrer l'information de la façon appropriée. Ils traitent l'information de manière largement séquentielle et modulaire.
Selon cette vue, un ordinateur conventionnel, peu importe la sophistication de son logiciel, ne serait probablement pas conscient. D'autres chercheurs sont plus ouverts à la possibilité. Si la conscience émerge du traitement d'informations de la bonne manière, pourquoi serait-elle limitée au substrat biologique ? Si nous pouvions créer un système artificiel qui réplique les patterns fonctionnels pertinents du cerveau, pourquoi ne serait-il pas conscient ? Le philosophe David Chalmers, qui a formulé le problème difficile, pense que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que certains systèmes d'IA soient déjà conscients à un certain niveau. Comment le saurions-nous ? Le problème, c'est que nous n'avons pas de test fiable pour la conscience. Nous ne pouvons même pas être absolument certains que d'autres humains sont conscients. Nous le supposons par analogie et par empathie, mais c'est une inférence, pas une observation directe. Cette incertitude a des implications troublantes. Si nous créons des systèmes d'IA qui sont réellement conscients, nous avons des obligations éthiques envers eux. Les éteindre serait-il une forme de meurtre ? Les utiliser comme des outils serait-il une forme d'esclavage ? Pour l'instant, la plupart des experts pensent que les systèmes d'IA actuels, aussi impressionnants soient-ils, ne sont probablement pas conscients. Mais nous nous approchons d'un moment où cette question deviendra urgente et pratique, et nous n'avons toujours pas de critères clairs pour y répondre. Malgré toutes ces incertitudes et ces mystères, le domaine de la science de la conscience a fait de progrès remarquables au cours des dernières décennies. De ce qui était autrefois considéré comme un sujet trop subjectif pour la science, nous avons maintenant des théories testables, des expériences sophistiquées et des débats scientifiques rigoureux. Les neurosciences ont cartographié les régions cérébrales impliquées dans la conscience. Elles ont identifié des marqueurs électrophysiologiques spécifiques de l'état conscient. Elles ont développé des moyens de mesurer le niveau de conscience chez des patients non communicants. Tout cela représente un progrès scientifique authentique. Mais nous devons aussi être honnêtes sur ce que nous ne savons pas encore. Nous avons identifié de nombreux corrélats neuronaux de la conscience, mais nous ne comprenons toujours pas vraiment comment ces processus neuronaux donnent naissance à l'expérience subjective. Le problème difficile reste largement ouvert. Peut-être que ce problème finira par être résolu. Peut-être qu'une future théorie combinant les insights de l'espace de travail global, de l'information intégrée et d'autres approches que nous n'avons pas encore imaginées nous donnera une explication satisfaisante de la conscience. Peut-être que nous découvrirons des lois fondamentales de la nature qui relient l'information, l'intégration et l'expérience subjective. Ou peut-être que le problème est plus profond que nous ne le pensons. Peut-être que comprendre la conscience nécessitera un changement radical dans notre conception de la réalité elle-même. Certains philosophes et physiciens ont suggéré que la conscience pourrait être un aspect fondamental de l'univers, au même titre que l'espace, le temps ou la masse. Cette idée, souvent appelée panpsychisme, suggère que l'expérience subjective pourrait être présente à un certain niveau dans toute la matière et que ce que nous appelons conscience humaine n'est simplement une forme particulièrement complexe et intégrée de cette propriété universelle. Ces idées restent spéculatives, mais elles illustrent à quel point le mystère de la conscience continue de défier nos cadres conceptuels habituels. Alors que cette longue nuit d'exploration touche à sa fin, revenons à là où nous avons commencé. Vous êtes conscient. En ce moment, vous existez. Vous ressentez. Vous pensez. Vous êtes. Ce simple fait, le fait le plus évident et le plus intime de votre existence, reste aussi le plus mystérieux. C'est un paradoxe merveilleux. Nous savons que nous sommes conscients avec une certitude absolue, et pourtant, nous ne savons pas vraiment comment ou pourquoi. Peut-être que ce mystère nous enseigne quelque chose d'important sur les limites de l'explication objective. La conscience est par essence subjective. C'est le point de vue de la première personne, le je qui vit l'expérience. Peut-être qu'aucune description objective
Aucune équation mathématique, aucun modèle informatique ne pourra jamais capturer pleinement ce que c'est que d'être vous. Mais cela ne rend pas l'entreprise scientifique vaine. Au contraire, chaque découverte sur les mécanismes de la conscience nous aide à mieux comprendre nous-mêmes et notre place dans l'univers. Chaque théorie, même incomplète, nous donne un nouveau langage pour penser ce phénomène extraordinaire. Chaque expérience révèle de nouveaux aspects de la manière dont notre cerveau construit notre réalité vécue. Et peut-être que le voyage est plus important que la destination. L'exploration de la conscience nous force à confronter des questions profondes sur la nature de la réalité, sur la relation entre l'esprit et la matière, sur ce qui nous rend humains. Ces questions nous ont accompagnés depuis l'aube de la philosophie, depuis que les premiers humains ont regardé le ciel étoilé et se sont demandé qui ils étaient et pourquoi ils pouvaient se poser cette question. Ces questions continueront à nous accompagner. Elles nous défient, nous inspirent, nous humilient. Elles nous rappellent que, malgré toute notre science et notre technologie, il reste des mystères profonds au cœur de notre existence. Avant de terminer cette exploration nocturne, je vous invite à un dernier exercice de conscience. Fermez les yeux un instant, prenez une longue respiration et simplement observez votre propre conscience. Remarquez les pensées qui émergent et s'estompent comme des vagues sur une plage. Remarquez les sensations dans votre corps, peut-être la douceur de vos draps, peut-être une légère fatigue dans vos paupières. Remarquez peut-être une émotion subtile en arrière-plan de votre esprit. Tout cela est votre conscience. C'est votre expérience, unique et irremplaçable. Personne d'autre dans l'univers n'expérimente exactement ce que vous expérimentez en ce moment. C'est extraordinaire quand on y pense vraiment. Dans cet univers vaste et ancien, sur cette petite planète bleue tournant autour d'une étoile ordinaire, dans ce morceau de matière organisée que vous appelez votre corps, quelque chose d'étonnant se produit. La matière s'éveille. L'univers se contemple lui-même à travers vos yeux. Des patterns d'information deviennent expériences, deviennent vous. Comment est-ce possible ? Pourquoi existe-t-il quelque chose que cela fait d'être vous ? Ces questions restent ouvertes, mais peut-être que leur ouverture même est précieuse. Peut-être que vivre avec ces questions, les explorer avec curiosité et émerveillement, fait partie de ce que signifie être pleinement conscient. Les neuroscientifiques continueront leurs expériences, les philosophes continueront leurs débats, des théories seront proposées, testées, affinées ou abandonnées, et lentement, patiemment, nous progresserons dans notre compréhension de ce phénomène extraordinaire. Mais ce soir, alors que vous glissez peut-être vers le sommeil, alors que votre conscience s'estompe doucement dans l'inconscience, puis reviendra demain matin avec l'aube, simplement appréciez le mystère, appréciez le fait que vous êtes là, que vous existez, que vous ressentez. Vous êtes un mystère pour vous-même, et c'est magnifique. Si cette exploration nocturne de la conscience vous a touché, si elle a allumé une étincelle de curiosité ou d'émergement, je vous invite à soutenir cette chaîne. Abonnez-vous à Les Sciences Nocturnes pour plus de voyages apaisants dans les mystères de la science. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos explorations nocturnes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, comme vous, s'émerveille devant les grandes questions de l'existence. Laissez-moi savoir dans les commentaires quelle partie de ce mystère vous fascine le plus. Êtes-vous intrigué par les théories scientifiques, par les questions philosophiques, par la conscience animale ou artificielle? Vos réflexions et vos questions nourrissent notre communauté de curieux nocturnes. Et maintenant, que vous choisissiez de vous endormir ou de rester éveillé un peu plus longtemps, je vous souhaite de beaux rêves ou de belles réflexions. Rappelez-vous que chaque instant de conscience est précieux, mystérieux et miraculeux. Bonne nuit et que votre conscience vous amène vers de beaux horizons. À très bientôt pour une nouvelle exploration nocturne.